Quelle est la meilleure façon de manger? Je vais vous donner dans cette vidéo les 10 règles à appliquer pour avoir une alimentation équilibrée. Je précise que ces règles ne viennent pas de moi, mais d'un livre que j'ai lu, bien évidemment, et qui s'appelle La meilleure façon de manger. Vous l'aurez compris, dans cette vidéo, on va passer en revue les 10 règles. Petit disclaimer avant de commencer cette vidéo, je ne suis pas une professionnelle et donc je me base sur ce livre, un livre qui a été écrit à partir de sources fiables et vérifiées. Je vous mettrai tout en barre d'infos. Je vous afficherai les trigger warnings à l'écran si vous avez des troubles du comportement alimentaire. Je vous invite sincèrement à ne pas regarder la vidéo et on se retrouvera dans une prochaine vidéo. La première règle de ce livre, c'est de suivre les recommandations brésiliennes. J'avoue que ça m'a un peu étonnée quand j'ai lu cette règle. En effet, dans les recommandations brésiliennes, il y a 3 règles d'or. La première règle, c'est que la base de notre alimentation doit être faite à partir d'ingrédients frais et de plats fraîchement préparés. Donc limiter un maximum les produits transformés. Je pense que ça ne va pas trop vous surprendre. Ensuite, la deuxième recommandation, c'est de s'assurer que les graisses, les sucres, le sel sont utilisés avec modération dans les préparations. Donc même quand on achète des plats préparés, s'assurer qu'il n'y a pas trop de sucre ajouté ou de sel ajouté. Et la troisième règle qui rejoint du coup un petit peu la première règle, je trouve, c'est de limiter sa consommation de produits ultra transformés. Et c'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte à quel point on consomme des produits transformés, ultra transformés dans notre quotidien. Quand j'ai fait le point sur mon frigo et mes placards, il y a quand même beaucoup de choses transformées, même si je ne mange pas de gâteaux industriels, même si je ne mange pas de plats industriels, de plats préparés, eh bien c'est quand même très présent dans notre quotidien. Et pour moi, c'est une question d'équilibre. Personnellement, je ne me vois pas plus rien acheter de transformé. Ça me semble très compliqué à l'heure actuelle. Si vous le faites, tant mieux. Et je tiens du coup à vous déculpabiliser en fait par rapport à ça. Le plus important, c'est de faire son maximum et de prendre conscience que de manger des plats préparés matin, midi et soir, c'est pas forcément l'idéal pour notre santé sur le long terme, notamment parce qu'ils rajoutent beaucoup de sel, beaucoup de sucre, beaucoup d'additifs dans les plats. Mais ça, je pense que vous le savez. La deuxième règle qui est abordée dans son livre, c'est consommer plus de la moitié de sa nourriture sous forme végétale. J'avoue que j'aime bien ce point. Ce qui est expliqué dans le livre, c'est qu'on a pris l'habitude de composer notre assiette autour d'une viande, d'un poisson. Et en fait, on parle d'accompagnement quand on parle de légumes ou de féculents. Et en fait, l'idée, c'est de faire l'inverse du coup et de se dire ok, la moitié de mon assiette ça doit être des fibres et en fait au lieu de construire son assiette autour d'une protéine, notamment de la viande ou du poisson, construire en fait son assiette autour des légumes. Encore une fois, je ne suis pas là pour culpabiliser, mais cette vidéo est là en fait juste pour rappeler les bases de l'alimentation. Selon ce livre, des études montrent que les Français mangent de moins en moins de fibres dans leur alimentation, de moins en moins de légumes et de fruits, parce qu'on a tendance à choisir des céréales raffinées qui sont du coup pauvres en fibres, entre guillemets. En soi, on dit que c'est important de manger des fibres, non pas pour vous donner de l'énergie, mais elles ont un rôle important dans la mécanique de la digestion. Il y a plusieurs types de fibres. Et je vous mets à disposition un guide 100% gratuit, je vous en parlais dans la vidéo, où je détaille un peu plus. Là, je ne peux pas le faire dans la vidéo parce que ça prendrait bien trop de temps. Mais en gros, je vous mettrai un tableau avec une liste d'aliments qui contiennent le plus de fibres. Et c'est pas forcément les fruits et les légumes, mais les légumineuses, c'est vrai qu'elles sont trop sous-cotées à mon goût. Ensuite, la troisième règle, c'est de privilégier les aliments à densité calorique faible. Alors là, c'est un peu plus technique, donc pareil, je vais pas trop rentrer dans les détails. Du coup, je me permets de lire la définition dans le livre parce que clairement, c'est un peu complexe et j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Avec la densité calorique, on prend en compte un élément qui ne ment pas, le nombre de calories apportées par gramme d'aliment. Elle s'exprime donc en kilocalories par gramme. C'est en fait la concentration en calories d'une portion d'aliment. Et en clair, la densité calorique permet de comparer l'apport en calories d'une même quantité d'aliments. Par exemple, un burger au bacon apporte 300 calories
pour 100 grammes. Sa densité calorique est donc de 3. Par comparaison, 100 grammes d'haricots blancs cuisinés apportent 100 calories. La densité calorique est donc de 1. Donc on va avoir la densité calorique des haricots blancs à 1 et on va avoir l'hamburger à 3. Et ensuite, ça forme un tableau que je vais vous afficher juste là et on classe les aliments en fonction de leur densité calorique. Faites attention à vous, ne diabolisez pas des aliments, tout est une question d'équilibre, encore une fois, je le répète. Et c'est vrai que j'ai un peu du mal avec cette règle, même si en soi je comprends ce que cette règle veut dire, mais je trouve que ça peut un peu développer des TCA et pousser les gens à vraiment catégoriser des aliments en fonction de leur densité calorique. Et j'avoue que j'ai du mal avec ça. Clairement, ce livre te donne les 10 règles à respecter pour une alimentation équilibrée, mais on peut pas vivre notre vie comme dans un livre avec des règles hyper strictes au risque de mettre ta santé mentale et physique en péril. Donc voilà, j'ai quand même abordé rapidement cette règle, mais je trouve qu'elle est un petit peu toxique, si je peux me permettre. Et ce qui est précisé, c'est que l'intérêt de manger des aliments avec une densité calorique faible, c'est que tu vas être beaucoup plus rassasié comparé à un autre aliment qui a une densité calorique plus élevée. Et si on prend l'exemple des huiles, des oléagineux qui ont une densité calorique élevée, mais qui sont quand même très bons pour la santé et qu'on mange en faible quantité. Et c'est pour ça, des fois, on voit le Nutri-Score, vraiment, je déteste le Nutri-Score sur des huiles d'olive à D, mais en fait, personne se boit la bouteille d'huile d'olive comme ça, donc il faut aussi faire une différence. C'est pas parce que un aliment a une densité calorique élevée qu'il faut l'enlever en fait de son panier de courses. Pas du tout, c'est juste forcément adapter les quantités. Mais ça, en soi, c'est valable pour énormément d'aliments. La 4e règle, c'est choisir des aliments à densité nutritionnelle élevée. Ça rejoint un petit peu la règle précédente. En clair, plus un aliment a une DN élevé, plus il renferme des composés nutritionnels intéressants pour la santé. Et le calcul de cet indice prend en compte la présence de 14 nutriments et sans aucune surprise, il est dit très important de se procurer chaque jour ces vitamines dans notre alimentation. Et en clair, dans le livre, il compare la densité nutritionnelle un petit peu à le rapport qualité-prix. Typiquement, on fait très attention à ça quand on achète un produit. Bah là, c'est un peu pareil. Quand on consomme un aliment, il faudrait voir par rapport à ses calories si il est intéressant d'un point de vue nutritionnel. Et je vais prendre un exemple qui est assez simple, c'est le riz complet par rapport au riz blanc. Par exemple, dans 100 g de riz blanc cuit, vous avez 0,5 g de fibres, alors que dans du riz complet cuit, vous avez 1,4 g de fibres. En termes de magnésium, dans le riz blanc, vous avez 8 mg de magnésium. Dans le riz complet, vous avez 44 mg de magnésium. Et c'est comme ça après pour le calcium, le phosphore, le potassium. Et c'est un bon exemple parce que au lieu de voir juste les calories en fait d'un aliment, parce que là quand on compare le riz blanc et le riz complet, a priori il y a le même nombre de calories, donc on se dit bon bah voilà, parfait. Quand on va creuser en termes de densité nutritionnelle, le riz complet sera du coup plus intéressant. Et c'est vrai que très souvent on nous dit le riz complet c'est mieux que le riz blanc, etc. Mais on comprend pas trop pourquoi. Et en fait, c'est vraiment en termes de nutriments et faut pas juste s'arrêter au nombre de calories. J'ai l'impression que sur les réseaux, on a vraiment tendance à raccourcir en fait le fait d'avoir une alimentation équilibrée juste au fait de manger tant de calories, alors qu'en fait, c'est pas le nombre de calories que tu manges qui compte, mais c'est vraiment la qualité en fait de ton alimentation qui va avoir un effet notamment sur ta santé, parce qu'il n'y a pas que le poids dans la vie, mais c'est juste ta santé, ton énergie. Et vous le savez, mais moi, c'est pour ça en fait que je m'intéresse à la nutrition et à l'alimentation. C'est pas du tout pour mon poids, mais c'est parce que j'ai envie d'être en forme et en bonne santé. Ensuite, la 5e règle nous dit de privilégier des aliments antioxydants pour freiner le vieillissement naturel et réduire le risque de maladies chroniques. Je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un chapitre qui est assez complexe et je pense que ça peut vite vous ennuyer en vidéo. Donc, je ferai un résumé dans le guide. Par contre, ce que j'ai retenu dans le livre, c'est que les aliments bio ont des teneurs en antioxydants plus élevées que ceux de la culture plus conventionnelle, on va dire, avec des pesticides, etc. Là, on arrive sur une règle
qui, je pense, a fait des dégâts. Choisir des aliments à index glycémique bas. Cette règle-là, elle est pour perdre du poids, prévenir le diabète, rester mince, même si j'aime pas dire ça. Je cite ce qu'il y a dans le livre. Et pour freiner le vieillissement, j'ai lu le livre Glucose Goddess. Je vous en ai parlé de nombreuses fois dans mes vidéos. Pour moi, il faut vraiment prendre du recul quand on lit ce livre parce que ça peut vraiment vous créer des TCA. Moi, en tout cas, ça m'en a créé. Alors, j'ai pris les choses, on va dire, à temps et je me suis vite rendu compte que là, ça n'allait pas du tout. Mais typiquement, elle va recommander de manger des ingrédients dans un ordre précis. Donc, commencer par les fibres, ensuite les protéines, ensuite le bon gras et ensuite les glucides. Et clairement, je vais être honnête, j'avais vu une différence sur ma digestion. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas sain quand j'allais typiquement manger chez mon copain ou que je mangeais à l'extérieur et que en fait, je voulais absolument manger mes légumes en premier. Je me disais, oula, mais ça... Non, on va arrêter ça de suite. Je dois dire que ça m'a permis de changer énormément de choses dans mon alimentation et surtout de prendre conscience que je ne mangeais pas assez protéiné et que c'était important de manger protéiné le matin plutôt que du sucré. Je pense que vous en avez beaucoup entendu parler sur les réseaux, donc je vais pas forcément creuser le sujet. Si ça vous dit, je ferai une vidéo dédiée. Je pense que ça mérite une vidéo dédiée. Mais l'idée de consommer des aliments avec un indice glycémique bas, c'est de lisser en fait ta courbe de glycémie pour éviter les crashs. En clair, plus l'indice glycémique d'un aliment est élevé, plus ton taux de sucre dans ton sang va grimper et ensuite tu as le crash. Et c'est là en fait que tu vas avoir des fringales, des coups de fatigue, etc. Donc voilà, je vais pas m'éterniser là-dessus, mais c'était certain que cette règle allait apparaître dans ce livre. Et je dois dire que je suis d'accord avec beaucoup de choses et surtout il y a énormément d'études, mais faut pas supprimer les glucides de son alimentation. Surtout pas, croyez-moi qu'on en a besoin. En prépa marathon, je peux vous dire que j'ai payé très très fort les moments où je ne mangeais pas assez de glucides. Donc voilà, les glucides sont importants dans notre alimentation, c'est ce qui nous permet d'avoir de l'énergie. C'est juste que y a des glucides bien évidemment qui sont plus riches en termes de nutriments. On appelle ça les glucides complexes. Et il y a trop de choses à dire en fait. Je sais pas si je m'embarque dans ce sujet-là maintenant. Mais juste ce qu'il faut retenir, c'est prenez soin de vous. Ne vous lancez pas dans un régime où vous enlevez tous les glucides de votre alimentation pour perdre du poids, etc. Parce que le jour où vous allez en remanger, ça va être catastrophique. Et surtout, c'est pas sain de supprimer des aliments et des nutriments de son alimentation. Je suis passée assez rapidement sur cette règle, mais pour moi, il y a trop de choses à dire. Voilà, je peux pas tout résumer en 2 minutes, sinon la vidéo elle serait bien trop longue. La 7e règle, c'est d'équilibrer ses graisses alimentaires. C'est vrai que les lipides ont été un petit peu l'ennemi numéro 1 ces dernières années et la tendance se renverse un petit peu avec les glucides parce qu'on se rend compte que on a besoin des lipides, on a besoin de bonnes graisses. Le tout, c'est de trouver un équilibre entre la famille des oméga 6 et la famille des oméga 3. Mais c'est important d'avoir un apport en lipides parce que c'est aussi ce qui nous permet d'avoir de l'énergie. Pareil, c'est un chapitre assez complexe, donc je vous mettrai un résumé dans le guide. Pour passer en revue rapidement cette partie-là, j'avais noté une phrase que je vais vous lire. Avec 9 calories par gramme, les lipides sont les macronutriments les plus énergétiques. Ils sont indispensables pour nos activités quotidiennes, mais leur rôle n'est pas seulement énergétique. Les lipides sont très importants pour la santé parce qu'ils constituent la structure des membranes de nos cellules et par là, conditionnent leur bon fonctionnement et donc celui des organes auxquels ils appartiennent. Et la 8e règle, c'est de veiller à l'équilibre acide-base. C'est vrai que ces dernières années, il y a plus d'études concernant l'équilibre qu'on est censé avoir dans notre corps, l'équilibre du pH. Notre organisme, en fait, devrait se situer dans une zone de pH équilibré, donc ni trop bas, ni trop élevé. En gros, ça veut dire ni trop acide, ni trop basique. C'est assez technique aussi et en clair, ça, c'est lié à notre alimentation également. Je voulais juste vous citer la règle parce qu'elle fait partie du livre, mais je ne vais pas creuser dans cette vidéo. Ce serait bien trop complexe, en tout cas pour moi là. Et du coup, je vous mettrai un résumé pareil dans le guide et je pense creuser un petit peu sur le sujet. Il y a énormément de livres qui ont été faits ces dernières années à partir d'études récentes et c'est vraiment un sujet que j'ai envie de creuser. Mais l'idée, c'est vraiment de vous donner les 10 règles dans cette vidéo et juste d'ouvrir des pistes et ensuite dans les prochains contenus, d'aller creuser tout ça parce que
C'est quelque chose qu'on entend moins parler quand même, je trouve. La 9e règle, c'est de réduire le sodium et de privilégier le potassium, notamment pour prévenir les maladies cardiovasculaires et aussi le cancer de l'estomac. C'est ce qui est dit dans le livre. Mais je pense que ce n'est pas une grande surprise parce que depuis tout petit, on nous dit de limiter le sel, de pas rajouter trop de sel, etc. dans nos plats. Le sel, c'est un excellent conservateur, donc on a tendance à en mettre un petit peu partout. Et surtout, on s'est habitué au goût. Donc voilà, la règle un petit peu neuve, c'est de limiter le sel. Bon, il n'y a pas besoin de trop creuser là-dessus. Et d'ailleurs, une astuce un petit peu pour réduire le sel dans ces plats, c'est d'utiliser des épices. Voilà, moi, c'est quelque chose que je fais. Et en fait, je me rends compte que je sale même plus trop mes plats. Donc voilà, petit conseil. Et la 10e règle, c'est manger hypotoxique. Le mot, il fait un peu peur. Il est un peu technique. Mais en clair, éviter les composés toxiques créés par la cuisson. Donc on va nous recommander d'utiliser des modes de cuisson plus doux, comme à la vapeur. C'est une partie un peu complexe. J'avoue que la fin du livre, j'ai un peu plus décroché parce que voilà, c'est un peu plus deep. Donc je vous mettrai un résumé dans le guide. De toute façon, cette vidéo, je pense qu'elle aura été bien trop longue. L'idée, c'était vraiment d'aborder en surface, en vous expliquant quand même de quoi parle chaque règle, mais l'idée, c'est juste de vous donner une vision globale. Je pense que c'est pas une grande surprise. En fait, on le sait tous plus ou moins, mais c'est juste que tant qu'on ne lit pas en fait des livres avec vraiment des chiffres clés qui proviennent de sources fiables, je trouve qu'on ne se rend pas vraiment compte. On nous dit beaucoup de choses, mais on ne comprend pas pourquoi. Et puis, il y a énormément de choses sur les réseaux. On s'y perd un petit peu. Il ne faut pas se culpabiliser. On fait de notre mieux. On fait aussi avec nos moyens. Mais pour moi, ce qui est, on va dire, important de retenir, c'est forcément de limiter un maximum les produits ultra transformés, les plats préparés, ou du moins d'acheter les bons plats préparés. Avec le moins d'additifs possible, avec le moins de sel ou de sucre ajouté, de privilégier le bio dans les légumes et dans les fruits. Et aussi, ce qui a fait une différence pour moi, c'est d'ajouter une source de protéines et de fibres dans mes plats au maximum et surtout de commencer mes journées avec un petit-déj riche en protéines et en fibres. Donc voilà, je vous partage des recettes très souvent dans mes vlogs. Donc je vous invite à vous abonner si vous êtes tombé sur cette chaîne. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. N'hésitez pas du coup à me rejoindre sur Insta pour pouvoir télécharger le guide dont je vous parle depuis le début de cette vidéo. Et on se retrouve à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous!